Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Oui, bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans l'épicerie culturelle du territoire. Alors, en direct, bien sûr, comme tous les 15 jours, le lundi de 13h à 14h sur Radio Grand Lac, et on vous compte de plus en plus nombreux. Alors, merci de nous suivre, et c'est pour nous un véritable plaisir de pouvoir discuter dans l'épicerie, souvent réfléchir, rêvasser, même parfois autour d'un thème. Et aujourd'hui, le thème de l'émission, ça sera éphémère, l'éphémérité. L'éphémérité, mais qu'est-ce que ça veut dire, l'éphémérité ? À part le temps de quelque chose qui passe, qui vient, qui part, ou alors peut-être quelque chose de plus consistant. Ça, nous verrons ça dans un deuxième temps. Et Ricky vient d'arriver. Bonjour Ricky. Hello, bonjour. Ah, il n'a pas encore le micro. Il vient d'arriver. Hello, bonjour à tout le monde. Je confirme la légende. Alors Ricky sera là aussi aujourd'hui pour nous accompagner dans la réflexion philosophique de l'éphémère, l'éphémérité, le thème du Printemps des Poètes 2022. Avec nous... Pierre, tu veux dire avec nous Pierre, bien sûr, et ses élèves, oui, du Conservatoire d'Aix-les-Bains. Merci Anne encore pour cette deuxième visite avec le plus grand des plaisirs. Alors qu'est-ce qui va se passer, Pierre, pour cette deuxième émission ? Raconte-nous, quelle joie on va avoir. Eh bien, nous allons continuer de découvrir ou de redécouvrir la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules de Philippe Delerme. Donc voilà, avec des élèves qui vont à nouveau revenir sur les chemins de la nostalgie, de nos petits souvenirs, et puis voilà, on en reparlera. Alors, on en reparlera, des élèves aussi qui sont formidables, qui sont sensibles aux bons mots, aux belles phrases, aux belles images aussi que les mots nous laissent voir et nous laissent entendre à travers, tout à l'heure, on va avoir donc des extraits. Donc aujourd'hui, on a Élie qui est là. Bonjour Élie. Bonjour. Donc tu seras la première en fait à nous faire partager ton goût en fait pour la lecture, enfin l'oralité, je te remercie. Gaspard aussi, on écoutera Gaspard après. Merci Gaspard d'être là. Et on vous dira bonjour les trois autres suivants. Également est là Virginie Rigaud de la librairie Chemin Faisant. Merci Virginie d'être là. Donc tu vas Virginie nous parleras de deux livres que tu as choisis qui faisaient écho en lien avec ce thème. Oui, tout à fait. J'ai bien envie de vous parler de poésie et d'éphémère aujourd'hui. Oui, alors on aura ça aussi en deuxième partie. Tu veux rajouter quelque chose, Ricky, par rapport au thème, par rapport à ce que ton intervention d'aujourd'hui ? Je voudrais juste dire que je vais vous écouter et puis m'amuser avec vous. Alors vous voyez bien que ma voix est particulière aujourd'hui, J'ai tout fait pour la retrouver, mais c'est un jour un peu particulier. Et je voudrais, avec le point de vue de la philosophie, soulever quelques questions. Est-ce nous qui passons, vous le temps qui passe ? Quelle est la différence entre un instant et l'éternité ? Et puis tout ce genre de choses. Alors voilà, deux questions pour lancer l'émission et aussi une belle chanson qu'on va tout de suite écouter, la chanson de Prévert, interprétée par Serge Gainsbourg. Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. On est toujours là avec des mots qui vont nous laisser... J'espère un sentiment doux, Anne. Un sentiment doux et qui vont être lus en fait par Élie, par tous ces jeunes collégiens. Alors on va entendre la première gorgée de bière, dans des extraits de la première gorgée de bière de Philippe Delerme. Qu'est-ce que tu as choisi, Élie, de lire toi ? La première gorgée de bière, justement. Donc ça porte en fait ce même titre, parce qu'après on a plusieurs titres, ok ? Exactement. Alors on va t'écouter et après on pourra un peu en discuter. La première gorgée de bière. C'est la seule qui compte.
Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédasse. La dernière, peut-être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de pouvoir. Mais la première gorgée. Gorgée ? Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà, cet or mousseux, puis lentement sur le palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble longue, la première gorgée. On la boit tout de suite. En fait, tout est écrit. La quantité ? Ce ni trop ni trop peu. Le bien-être immédiat, ponctué par un soupir. La sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini. En même temps, on sait déjà. Tout le meilleur est pris. On repose son verre, on savoure la couleur, faux miel, soleil froid. On voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On aimerait garder le secret de l'or pur et l'enfermer dans des formules. Mais c'est un bonheur amer. On boit pour oublier la première gorgée. Quel bonheur, quelle poésie de t'entendre. Quel talent. C'est magnifique. Oh là là. Le doute vous fait beaucoup de bien, mademoiselle. Vous devriez douter plus souvent si c'est pour que, au final, nous ayons ce genre de rendu. Merci, bravo. Magnifique. C'est très très beau. On va peut-être entendre aussi Gaspard maintenant et on en parlera tout à l'heure. Donc Gaspard, tu as choisi de lire. Tu peux nous donner le titre ? Le journal du petit déjeuner. Le journal du petit déjeuner. C'est un luxe paradoxal. Communier avec le monde en la paix la plus parfaite, dans l'arôme du café. Sur les journaux, il y a surtout des horreurs, des guerres, des accidents. Entendre les mêmes informations à la radio, ce serait déjà se précipiter dans le stress des phrases martonnées en coups de poing. Avec le journal, c'est tout le contraire. On le déploie, tant bien que mal, sur la table de la cuisine, entre le grille-pain et le beurrier. On enregistre vaguement la violence du siècle. Mais elle sent la confiture de groseille, le chocolat, le pain grillé. Le journal, par lui-même, est déjà pacifiant. On n'y découvre pas le jour, ni la réalité. On lit Libération, Le Figaro, Ouest France ou La Dépêche du Midi. Sous la pérennité du bordeaux-titre, les catastrophes du présent deviennent relatives. Elles ne sont là que pour pimenter la sérénité du rite. L'ampleur des pages, l'encombrement du bol de café permettent seulement une lecture posée. Voilà, c'est très très joli, merci. Bravo, hein, je suis vraiment positivement choqué par ce qui se passe. Merci. C'est joli ça, positivement choqué. C'est pas facile de donner sa vibration aux mots, vous savez. Et ils le font avec un talent. Bravo, Gaspard. Merci beaucoup. Qu'est-ce que ça te fait, Gaspard, et Élie aussi, si tu veux bien te rapprocher, quand vous lisez ceci, qu'est-ce que ça vous procure ? Qu'est-ce que vous ressentez ? D'une part, une sorte de satisfaction, peut-être. Parle bien dans le micro. Ouais. Une sorte de satisfaction, peut-être. C'est des mots qui me parlent, parce que ça peut paraître bizarre, mais je le fais. Quand je suis au petit déjeuner, je prends le journal de mon papa et je lis comme ça. Donc, ça me rappelle un peu ma vie, en fait. Il y a une reconnaissance. C'est ça. Ok. Et il y a beaucoup en tout cas dans votre manière de lire, je le dis à tous les deux, il y a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Est-ce que vous le ressentez ? Est-ce que aussi c'est une émotion que vous ressentez, par exemple, en lisant la première gorgée de bière ? Gaspard et Élie de la Comédie Française. Presque. Est-ce que vous ressentez cette douceur ? Parce que c'est vraiment quelque chose qui émane de vous. Élie ? Eh bien, c'est vrai que moi, je me plonge vraiment dans mes souvenirs parce que je bois pas de bière, évidemment, mais ça marche avec toutes les boissons, en fait. Donc moi, je m'imagine boire l'été, j'ai soif et une boisson fraîche. Et du coup, c'est vrai que je me rappelle ça et ça me procure du bonheur. Du coup, j'essaie de le retranscrire au maximum dans ma lecture. Alors, est-ce que je peux vous demander, comme le thème, en fait, aujourd'hui, du printemps des poètes et l'éphémère, qu'est-ce que c'est l'éphémère ? Alors, quand on me dit éphémère, je pense aux saisons qui passent. Donc, l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Et toi, Élie, qu'est-ce que ça t'évoque, l'éphémère ? C'est vrai que moi, je me penche pas trop sur la question, mais quand on me dit l'éphémère,
tout de suite, je pense à des petits plaisirs comme ça qui arrivent qu'à un certain moment. Et quand on sait que ça arrive, on est tout de suite très content parce que on sait que ça va repartir tout de suite, en fait. Comme la première gorgée, en fait. Alors, donc finalement, c'est très en lien avec le thème d'aujourd'hui. C'est là où on voit, tu vois, dans tout ce que tu dis, Élie, c'est très en lien avec ce thème. C'est-à-dire que finalement, cette somme de petits détails, de petits souvenirs aussi, de choses qui nous parlent. Donc finalement, c'est quelque chose qui passe, mais en même temps, qui reste. C'est quelque chose qui passe, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi. Parce que ça revient, par exemple, pour le journal du petit déjeuner, c'est au début de la journée, donc ça se finit, on passe la journée, mais on sait que le lendemain matin, ça va se repasser. Alors, Flaubert, par exemple, disait « J'ai un dégoût profond du journal, c'est-à-dire de l'éphémère, du passager, de ce qui est important aujourd'hui et de ce qui ne le sera pas demain. » Voilà ce qu'il a dit, Flaubert. Alors, tous n'ont pas dit ça, mais lui, pour lui, quelque chose, l'éphémère en tout cas, était quelque chose finalement de peu de valeur. Oui, parce que c'est toujours très difficile de donner une lecture sociale du sacré. Nous faisons tous des petites expériences d'absolu. Je voulais aussi dire qu'il n'y a pas que les joies qui sont éphémères. Des fois, un blues, un spleen, ça a dû vous arriver. Hein, entre 15h52 et 15h, mettons 54. 53, ça suffit. Voilà. Il y a un petit passage comme ça qui est ni globe ni pas globe, comme on dit dans le langage. Et puis qui est tout aussi volatile, tout aussi fugace. La question qui nous est posée, nous, en tant qu'expérimentateurs de la durée, puisque c'est de ça qu'il s'agit, combien durent nos sensations. Et l'autre question est de savoir si finalement, est-ce que c'est la quantité de temps que l'on investit dedans, alors temps réel ou temps supposé, hein, est-ce cela qui compte, ou alors est-ce ce moment où, comme disent les enseignants, on peut avoir une telle intensité d'expérience du temps que le temps cesse d'être une durée, pour devenir quelque chose de fulgurant. De fulgurant, mais on n'est plus là dans la question du point A au point B. On est dans le profond, quoi. Et j'aime bien ta vision, Gaspard, si tu me permets de te tutoyer, parce que ça me permet aussi de jouer avec Eugène Ionesco qui dit « Seul l'éphémère dure ». Et j'adore cette tension, hein. C'est-à-dire que j'aime bien l'idée que oui, l'éphémère est fugace, mais que peut-être par ses traces, il peut s'inscrire dans une forme d'éternité aussi. Des fois, c'est ce que j'ai compris. Et puis il y a quand même, on verra aussi par la suite, mais c'est vrai que le temps, donc tu parlais du temps, tu parlais des saisons, le temps en fait est très variable selon qui on est, selon ce qu'on est. Donc je vais aussi reprendre une citation donc de Stendhal qui dit « La mouche éphémère qui éclot le matin et meurt avant le coucher du soleil croit le jour éternel ». Eh ben c'est vrai, vu de la mouche, notre temps est éternel. Et après, on pourrait même dire vu de Dieu, entre guillemets, ou de cet être. C'est sûrement aussi une histoire de subjectivité, tout ça. Exactement, exactement. Alors, on va peut-être aussi écouter d'autres passages, si vous voulez bien vous rapprocher, d'autres passages de la première gorgée de bière. Et bonjour. Oui, avec Lélia. Alors Lélia, tu vas nous lire quoi, Lélia ? Je vais vous lire sur la plage. On t'écoute. Pas si facile de lire sur la plage. Allongé sur le dos, c'est presque impossible. Le soleil éblouit, il faut tenir le livre au-dessus du visage. C'est bon quelques minutes, et puis on se retourne. Sur le côté, la main posée contre la tempe, l'autre main tenant le livre ouvert et tournant les pages. C'est assez inconfortable aussi. Alors on finit sur le ventre. Au ras du sol, les petits cristaux micacés s'insinuent dans la reliure. Sur le papier léger du livre de poche, les grains de sable s'amassent, se font oublier. Mais sur le papier lourd et blanc des éditions d'origine, le sable s'insinue et brille ça et là. C'est une ponctuation supplémentaire, un autre espace ouvert. Le sujet du livre compte. Travailler dans la couleur est bon. Étirer à l'infini le désert de l'Ecclésio dans son propre désert. Dans les pages alors, le sable dispersé prend des secrets de Touareg. C'est la lecture sur la plage. Ah, c'est joli, j'y crois, j'entends les vagues. On entend Luna.
l'extrait de Luna. Maintenant. Magnifique, bravo. C'est C'est magnifique, hein. C'est magnifique. Une belle rêverie. Tu peux pas faire ça si tu lis avec une tablette. Et non. Et ce qui est très joli aussi, c'est tous vos timbres de voix, vos personnalités aussi, font que, en fait, le texte va vivre, et pour reprendre ton terme, Ricky, va vibrer de manière différente. Et ça, c'est très très riche. Je trouve ça très beau. Luna, tu vas nous lire le paquet de gâteaux du dimanche matin. Des gâteaux séparés, bien sûr. Une religieuse au café, un Paris-Brest, 2 tartes aux fraises et un millefeuille. À part pour 1 ou 2, on sait déjà à qui chacun est destiné. Mais quel sera celui en supplément pour les gourmands ? De l'autre côté du comptoir, la vendeuse, la pince à gâteau à la main, plonge avec soumission vers vos désirs. Ce sera tout ? Alors, la vendeuse engloutit le carton plat dans une pyramide de papier rose, bientôt nouée d'un ruban brun. Pendant l'échange de monnaie, on tient le paquet par en dessous. Mais dès la porte du magasin franchie, on la saisit par la ficelle et on l'écarte un peu du corps. Ces temps-ci, les gâteaux du dimanche sont apportés comme on tient un pendule. Petit dimanche de famille, petit dimanche d'autrefois, petit dimanche d'aujourd'hui. Le temps balance, en ostentoire, au bout d'une ficelle brune. Un peu de crème pâtissière a fait juste une tache en haut de la religieuse au café. C'est vraiment très joli. Quelle voix. Est-ce que c'est vraiment, je me disais, mais c'est ces petits dimanches, c'est ces petites choses qui font en fait la profondeur de la vie et qui la rendent éternelle ? C'est vraiment une question aussi. Que finalement, ce ne sont pas forcément les choses les plus importantes, les plus pesantes ou les plus qu'on peut peut-être considérer comme les plus profondes, les plus sérieuses. Souvent, c'est des plaisirs très futiles. Très très personnel, singulier. Est-ce qu'on aime ou pas les pâtisseries ? Est-ce qu'on aime ou pas le houblon au fond de sa gorge ? Mais en tout cas, moi, ce que je trouve vraiment formidable dans l'écriture de Philippe Delerme, c'est qu'on y est. On se voit dans cette rue avec ce paquet de gâteaux qui balance comme un instansoir. C'est vrai, on y est. Et ce choix avec cette vitrine qui s'offre à nous. Donc c'est toutes ces petites choses finalement qui font le sel de la terre, le sel de nos vies, qui en apportent toutes ces saveurs. Raconter le connu de manière inconnue, c'est-à-dire se dire que dans ce qui se répète, il y a toujours un boulevard pour la surprise. L'éphémère est, à mon avis, une forme de sororité avec l'éternel, parce que c'est 2 dimensions indéfinissables du temps. C'est-à-dire que finalement, l'éphémère est une expérience de l'éternité, parce qu'elle en fait partie. Une expérience, oui. C'est un fragment d'éternité. Alors, on peut aussi peut-être se dire, comme ça se raccroche pas au matériel, c'est ça ? Comme ce n'est. Saint Paul, alors tu vois, une belle référence chrétienne qui dit les choses visibles sont éphémères, les invisibles sont éternelles. Alors c'est à manger pour la pensée, parce que c'est un peu catégorique, c'est un peu trop catégorique pour être l'unique approche possible, mais j'aime bien. Moi j'aime bien Saint Paul, hein. Oui, j'aime bien, je trouve que c'est toujours bien aussi ce qu'il dit. Ce fut pas le plus manchot, je pense, de ceux qui ont laissé leur nom dans l'histoire. Alors, on va écouter Emma, le dernier extrait de la première gorgée de bière. Donc, le dimanche soir, Emma, c'est ça ? Oui, c'est ça. Le dimanche soir, on ne met pas la table. On ne fait pas un vrai dîner. Chacun va tour à tour piocher, au hasard, de la cuisine, un casse-croûte encore endimanché. Très bon le poulet froid dans un sandwich à la moutarde. Très bon le petit verre de Bordeaux, bu sur le pouce, pour finir la bouteille. Les amis sont partis sur le coup de 6 heures. Il reste une longue lisière. On fait couler un bain. Un vrai bain de dimanche soir, avec beaucoup de mousse bleue. Beaucoup de temps pour se laisser flotter entre 2 riens ouatés, brumeux. Le miroir de la salle de bain devient opaque et les pensées se ramollissent. Surtout, ne pas penser à la semaine qui s'achève, encore moins à celle qui va commencer. Se laisser fasciner par ces petites vagues au bout des doigts fripés par la mouillure chaude. Et puis, quand tout est vide, s'extirper, enfin.
Oh là là, c'est joli. Merci beaucoup, Emma. Merci. Merci à vous. Qu'est-ce que quand tu lis ce texte, Emma, qu'est-ce que tu en retiens? Que c'est comme si moi je le vivais tous les dimanches soirs, ce texte, que comme énormément de gens peuvent le vivre, et que chaque action est comme si elle était vécue par la personne qui le raconte, et que j'espère que les personnes qui ont pu écouter on peut également ressentir ce moment le dimanche soir qui est unique à chaque fois mais qui se répète. Alors je crois que c'est aussi le cas. Enfin, visiblement là dans le studio de Radio Grand Lac, on voit qu'on est quand même tous sensibles finalement à ces petites choses qui font écho chez nous aussi à des souvenirs, effectivement. Donc on peut parler finalement de quelque chose d'intemporel, ou en tout cas qui touche aussi tous les âges finalement. Parce que tu as quel âge, Emma? 14 ans et demi. D'accord. Donc finalement à 14 ans et demi, on se rend compte que on peut être sensible, on va être sensible, puisque on a pu entendre aussi le reste de tes camarades. Je ne sais pas si c'est un mot qu'on dit encore aujourd'hui. Oui. Oh oui. Voilà. Et on se rend compte que finalement, à 14 ans et demi, à 80 ou à 50, on est quand même tous touchés et finalement sensibles à ces petites choses qui font, qui rendent la vie aussi si belle et qui nous donnent aussi beaucoup de souvenirs. Oui, bien sûr. C'est vraiment des moments que chacun peut vivre, et cet auteur, il l'a vraiment bien retranscrit dans un texte, donc ça m'a vraiment bien touchée. Alors là, peut-être, j'aimerais aussi vous poser des questions par rapport au théâtre, puisque vous êtes élève au conservatoire d'Aix-les-Bains, avec Pierre, l'excellent Pierre Guédon comme professeur. Non. Ne va pas trop loin. Mais si, j'insiste. Alors, j'aimerais aussi, peut-être, est-ce que vous pouvez nous donner un témoignage sur finalement ce que vous appréciez en fait le plus dans l'interprétation finalement d'Épouser des vies? C'est un peu ça, non, quand on fait du théâtre? Quand on fait du théâtre, surtout, c'est de remettre en scène ce que quelqu'un a déjà écrit, de trouver une autre manière de le retranscrire et de le faire sentir aux autres. Parce que finalement, est-ce qu'on peut, ce que tu es en train de dire, c'est on peut l'interpréter aussi très différemment, enfin de manière très différente selon qui on est? Oui, je sais, je prends l'exemple de l'année dernière. L'année dernière, on a joué Georges Dandin de Molière, et cette année, une autre des classes de Pierre le joue, et à mon avis, vu que j'en fais pas partie... Moins bien. Et à mon avis, elle va le jouer différemment de ce qu'on a joué nous. Bien sûr. Est-ce que quelqu'un d'entre vous veut apporter aussi un autre témoignage par rapport à Gaspard? Tu voulais dire quelque chose? Oui, aussi. Alors parle bien dans le micro. Dans le théâtre, il y a du coup jouer qui est important. C'est justement le but. Mais il y a aussi notre professeur qui nous apprend bien, il est vraiment là pour nous. Il est vraiment phénoménal. Non, on avait dit qu'on n'insistait pas, Anne. Je te remercie, c'est gentil. Il fait son travail sérieusement et on est très heureux de l'avoir comme professeur. Mais ça m'étonne. Je ne m'attendais pas à tout ça aujourd'hui dans ton émission, Anne. Mais voilà, parfois il y a des bonnes surprises. En tout cas, vraiment, merci à vous aussi d'être venus. Je sais que Pierre a une annonce à faire parce que vous devez partir, quitter le studio. Même deux. J'y pense. Juste avant cette annonce, vraiment, je tenais aussi à vous remercier d'être venus et de nous avoir fait partager aussi le talent que vous avez, parce que je trouve que vous avez quand même tous les 5 et vos amis aussi de l'émission avant, un vrai talent pour aussi interpréter et faire passer un message. Parce que finalement aussi, c'est à travers des émotions, c'est aussi un message qu'on porte à travers des textes.
Donc vraiment un très grand merci à vous. Pierre, tu voulais dire quelque chose ? Déjà, te remercier évidemment toute l'équipe de Radio Grand Lac pour ces 2 invitations. Merci beaucoup. C'est parce qu'on a dit que tu étais phénoménal, Pierre ? Non, je tenais vraiment aussi à vous remercier publiquement. Voilà, remercier aussi mes élèves qui ont été de adorables passeurs d'histoire, de petits plaisirs minuscules, comme le dit Delerme. Et donc, du coup, comme tu me le permets, Anne, c'est très gentil. Oui, je te le permets. Déjà, je vais évidemment valoriser, parce qu'ils sont là, mes élèves. Parle bien dans ton micro, Pierre, t'es un peu décalé. Ah, excuse-moi. Valoriser mes élèves. C'est pas pro. En faisant, je te remercie, Virginie. En faisant une petite réclame publicité. Cette année 2022, c'est une année anniversaire, celle de Molière, avec les 400 ans de sa naissance. Et évidemment, le département théâtre du conservatoire se mobilise autour de cet anniversaire. Et on présentera du lundi 31 mai au samedi 9 juin des séries de spectacles, du cinéma de plein air, des expositions, des conférences et évidemment la joie de les retrouver sur scène en représentation. Alors juste par rapport à ces dernières informations, est-ce qu'on peut les lire quelque part Alors bientôt. Là on est en train de préparer les supports de communication, ils vont bientôt sortir, mais oui, vous serez évidemment avertis. On garde en mémoire. Donc cet événement. Oui, voilà. Tu me rappelles la date, s'il te plaît ? Du lundi 31 mai au vendredi 9 ou 10 juin, de mémoire, je crois que c'est vendredi 9 juin, il me semble, de mémoire. Et une dernière petite info, excusez-moi, vraiment, là, j'abuse, je me rends compte, mais là, c'est une info toute personnelle. Je joue avec une superbe équipe au Théâtre du Casino. Mais ça, on en était sûr. Non, mais voilà, je fais un petit peu de réclame. Moi, j'ai pris ma place. Ah, merci Virginie. Donc, je joue donc au Théâtre du Casino le samedi 26 mars et le dimanche 27 mars, le dîner de cons, mise en scène, comédie culte de Francis Weber, mise en scène Nicolas Sauze, et venez nombreux, on va passer un agréable moment. Voilà, merci beaucoup. Alors, on remettra en fait toutes ces informations sur la page Facebook de Radio Grand Lac ou celle de l'épicerie culturelle du territoire. Merci. Donc, vous serez informés, ne vous inquiétez pas. Si vous avez oublié, vous serez informés. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Très bonne semaine à vous. Attention, je parlais à l'équipe de théâtre, mais pas à vous, chers auditeurs. On va juste marquer une courte pause avec l'espoir de Bernard Lavilliers. On se retrouve tout de suite après. Radio Grand Lac 92.1, le grand bain de la vie locale. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Nous sommes toujours en direct sur Radio Grand Lac dans l'épicerie culturelle du territoire sur le 92.1, radiograndlac.com pour ceux qui nous suivent sur le site sur Internet. Aujourd'hui, notre émission est consacrée au Printemps des Poètes avec le thème qui lui est dédié cette année, qui est l'éphémère. Alors pour cette deuxième partie d'émission, Virginie Rigaud de la librairie Chemin Faisant a trouvé 2 ouvrages qui font écho en fait au thème que tu vas nous présenter, Virginie, maintenant. Donc tout d'abord, je vais vous parler d'un ouvrage qui traite des haïkus. Donc je ne sais pas si vous connaissez le haïku, mais en fait dans la poésie, c'est le plus petit, un tout petit trou de fourmi. Et je trouvais que le côté bref des poèmes s'accordait parfaitement en fait avec le côté éphémère. Et j'ai choisi de vous parler plus particulièrement d'un livre qui vient de paraître, qui s'appelle Ciel changeant, haïku du jour et de la nuit, parce que l'auteur, Pascal Senck, explique que dans le livre, 24 heures d'une journée sont évoquées, et que, avec ça, on peut faire plein de haïkus. Alors attention, c'est des petits poèmes, c'est 17 syllabes, sur 3 lignes, pas une de plus. Donc ça peut un peu dérouter, mais je trouve que c'est très, très parlant et très fort du fait que ce soit court et regroupé. Est-ce que tu peux nous en partager un ou deux, qu'on puisse se rendre compte ? Et pour ceux qui ne connaissent pas, bien sûr, les haïkus. Alors le livre, il se déroule sur 24 heures. Mais comme on est dans la poésie, on n'est pas sur le matin, le midi, c'est un peu plus poétique que ça. Donc j'en ai choisi un, par exemple, à la page 20 du livre, et qui se passe à l'aube.
Donc c'est plutôt chouette. Donc je vous dis ça tout de suite. Première lueur, j'attrape une fraîche envie de vivre. Voilà, C'est tout. c'est tout. Mais je suis pas sûre qu'il y ait besoin de beaucoup plus en fait. Hein. Mais non, mais tu sais quoi, on est tellement habitués en fait aujourd'hui au développement des idées, de parler, de la parole, que finalement, dès que on nous donne que l'essentiel, ça nous laisse parfois presque un goût où on se dit bah tiens, qu'est-ce qui manque? Alors qu'en fait non, il ne manque rien. Est-ce que tu peux nous le redire On n'entend pas? Alors, première lueur, j'attrape une fraîche envie de vivre. Première lueur, d'accord. Et alors là, on est vraiment relié aussi à l'éphémère. Tout à fait. Donc là, le moment dans la journée se situe à l'aube. Après, le livre est découpé sur tout le fil de la journée. Et ça va monter en puissance un peu. À midi, on va se retrouver dans quelque chose où beaucoup plus actif, où l'activité est à son comble, en fait. Et puis après, juste après midi, eh ben, c'est l'heure de la sieste. Et là, on est dans quelque chose de beaucoup plus reposant. Et puis, j'ai beaucoup aimé aussi la dernière partie du livre où le temps s'écoule et on est à la fin de la journée, entre ce moment où la nuit est finie mais pas encore, et on est un peu entre deux. Voilà, il y a beaucoup de choses comme ça entre deux, et je trouve que c'est très réussi en parlant de tout ça avec les haïkus. Je vais vous en dire un autre que je trouve très beau, qui pour le coup fait vraiment partie des... Le premier que je vous ai lu, c'est quelque chose de très contemporain, hein, qui a été écrit récemment. Et là, je vais vous en... Ça pourrait presque accompagner finalement des méditations. Quand je t'entends... alors moi, personnellement, je sais que j'en lis pas. Mais quand je suis amenée à en écouter, je me dis, mais c'est vraiment des moments, en fait, qui peuvent accompagner... Cette lecture de haïku peut accompagner finalement des moments où on se pose. Mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait une forme méditative, en fait. Donc, je vais vous en dire un sur la sieste. Parce que c'est l'heure. Parfait. 13h38. C'est le moment. C'est bon. Et là, pour le coup, c'est un très ancien, celui-ci. C'est pas du tout un contemporain. Sans souci, sur mon oreiller d'herbe, je me suis absentée. C'est joli. C'est beau parce que c'est de la pureté de forme. Voilà. Ça renvoie bien à ce que sont les Japonais. Même dans leur matérialité, leurs meubles, leurs rideaux, leur calligraphie, c'est toujours taillé au cordeau. Et on sent qu'on est toujours un peu dans un funambulisme. C'est-à-dire qu'on est dans l'ordre de l'essentiel. C'est bien d'avoir fait référence à la dimension contemplative un peu de cette écriture, quoi. Et puis je trouve que ça fait fort écho à la première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules qu'on a lu juste avant, hein, alors que c'était pas volontaire en fait comme approche, mais je trouve que vraiment ça se répond parfaitement. Mais oui, et puis on voit bien qu'en fait c'est vraiment dans ces minuscules petites choses en fait qui viennent se déposer. Ça m'amène à m'intéresser à la perception des choses en fait lorsqu'on dit éphémère. Est-ce qu'on désigne finalement le phénomène ou l'impression que nous laisse le phénomène? Ça, je ne suis pas très au clair avec ça. Hein, lorsqu'on dit éphémère, est-ce que c'est l'impression? L'impression de l'éphémère. Voilà. Mais la réalité. Où on peut juste se poser la question, est-ce que en fait éphémère, parce qu'en fait éphémère ne renvoie pas forcément à quelque chose de non consistant finalement. Quand on entend tout ça, enfin quand on voit aussi l'effet que ça nous procure, que ça, l'écho que ça fait en nous, et finalement à tout âge. On peut se dire que finalement, l'éphémère a beaucoup plus peut-être de profondeur et même d'éternité, de traces dans nos vies. Parce qu'il y a une tension que racontent les grandes sagesses, notamment asiatiques. C'est le Bouddha qui dit la seule chose qui ne change pas, c'est que tout change tout le temps. Alors il y a un proverbe chinois, moi je vais le citer. Je vais suivre à ton proverbe de Bouddha aussi. Enfin, moi j'ai un proverbe chinois qui dit: les oiseaux ne laissent qu'un chant éphémère, l'homme passe,
mais sa renommée survit. Et ça, je trouve ça aussi très très joli. Je sais pas comment vous l'entendez, mais j'ai trouvé que cette dimension où, oui, on va traverser le temps, on va passer, puisque finalement, on n'est que matière, on va retourner aussi à poussière, mais finalement, tout ce qu'on a pu aussi laisser comme souvenir laisse une trace en fait indélébile et indestructible, n'étant pas matière, justement. Et je trouve ça vraiment très très joli et une sacrée leçon de vie aussi. C'est pour moi nous sommes confrontés à la question de la signification de notre voyage. Et nous sommes, je crois, avec la dimension de l'éphémère au centre des questions que nous pose cette trajectoire que nous appelons vie. C'est-à-dire que nous devons systématiquement produire du sens pour une succession d'événements changeants. Des événements qui nous transforment, qui transforment notre environnement et qui transforment jusqu'à notre perception de cet environnement. Le haïku, j'adore moi l'idée de là, je me sens envahi par une fraîche envie de vivre. C'est très peu de mots, j'ai l'impression que chaque mot est pesé et que la manière dont on est saisi tout de suite fait que finalement, le particulier nous ouvre la porte de l'universel. Et c'est parce que nous sommes capables de penser l'éphémère que du coup, l'éternité a d'autant plus de prix pour nous. Je demandais tout à l'heure quelle est la différence entre un instant et l'éternité. Ça serait trop difficile parce que combien de temps dure un instant? Oui, c'est ça, tout est relatif. L'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Tu voulais dire autre chose aussi par rapport à ce recueil? En fait, j'ai plein de choses à dire, mais... Allez. Vas-y. Alors, comment dire, l'éphémère, pour moi, c'est associé à quelque chose de très beau, à la beauté, mais comme c'est fugace, je trouve que c'est important de l'écrire pour que ça reste dans l'éternité. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Donc, d'où on revient à l'histoire de l'impression. Ouais. C'est l'impression qui restera. C'est ça. J'avais chopé un auteur qui disait une chose qui me plaisait bien, le but même de l'art est d'immortaliser l'éphémère. Oui, c'est joli. C'est pour ça qu'en peinture, il y avait des conflits à un moment où on sort du figuratif, parce qu'au départ, le peintre était un genre de photographe, ou de photograveur, je sais pas. Et puis après, l'art commence à se barrer vers des choses plus abstraites, plus pensées. Et en fait, oui, toutes les formes d'art, et le haïku est magnifique pour ça. On sent bien que ça fige quelque chose qui est de l'ordre du grand tout, quoi. Oui, et là... ça nous donne aussi à réfléchir à notre responsabilité aussi sur les souvenirs marquants qu'on peut donner aux autres, oui. Le poids de nos actions, parce que finalement, si nous on passe et on va disparaître, finalement nous on va disparaître, mais ce qu'on va laisser en fait va rester. Donc ça nous laisse vraiment aussi à réfléchir à ça. Absolument. Et c'est même pour partir dans une dimension plus contemporaine la principale question que nous posent les questions climatologiques et puis les questions écologiques en ce moment. C'est-à-dire que ça nous contraint à penser demain comme une éternité. Virginie? Alors, je vais vous dire ce qu'il est écrit au dos de la 4e de couverture de ce livre, et je pense que ça va vous parler. La poésie est un voyage à travers les mots, et te voici, chère lectrice, cher lecteur, au seuil d'une promenade en prose et haïku. Ces poèmes brefs d'inspiration japonaise qui tentent de saisir l'instant fugace et l'éphémère en toute chose. Oh, et ça, c'est important. Magnifique. De l'aube à la fin de la nuit, ce recueil t'invite à traverser et à ressentir des changements de lumière, de climat et des états d'âme. Là, je pense que la vraie question, elle est là, en fait. C'est que, à travers l'éphémère, on arrive à sonder l'âme, en fait. Magnifique. Donc, l'éphémère pourrait n'être que le déguisement de quelque chose de beaucoup, du moins, peut-être une manifestation de l'absolu aussi. Donc, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Lorsqu'on dit éphémère, on ne dit ni une chose négligeable, ni une chose insignifiante. On dit qu'une chose a commencé et qu'on a eu la sensation de la voir s'arrêter. C'est tout ce qu'on dit. Parfois, c'est pas vrai. Parfois, l'effet passe dans la partie fine du conscient et continue de faire son travail. C'est la question de la transmission telle que tu l'as abordée tout à l'heure. C'est-à-dire que même nous, en tant qu'êtres qui commençons et qui finissons, nous sommes un éphéméride. Nous sommes quelque chose qui commence et qui s'arrête. Et on entre dans l'humanité par la naissance, on en sort par la mort, mais l'aventure humaine se nourrit de tous ceux qui sont passés. Il y a un vrai lien aussi avec l'art, c'est-à-dire aussi avec
les perceptions que l'artiste va ressentir et va incarner aussi dans la matière. Oui. Je trouve qu'il y a quelque chose de... Voilà, il va incarner aussi cet éphémère. Alors, En ce fait, qui est intéressant, c'est que même la signification des choses voyage. C'est-à-dire que devant le même objet, les époques ne se poseront pas forcément les mêmes questions. Ça aussi, c'est beau. Même dans le champ du symbolique, les humains se nourrissent d'expériences multiples, se connaissent de plus en plus, et je pense que l'effet subtil qui se produit, c'est que chacun à la rencontre de l'autre réinterroge sa source culturelle, réinterroge sa source philosophique. Et donc, finalement... Et poursuit le côté vivant, c'est-à-dire ce qui est réinterrogé, revisité, et quelque part donne en fait un renouveau. Absolument, j'en profite pour en glisser une. Si l'erreur est une vérité provisoire, pourquoi la vérité ne serait-elle pas une erreur qui dure ? Et je trouve ça magnifique comme tension. Si l'erreur est une vérité provisoire, pourquoi la vérité ne serait-elle pas une erreur qui dure ? Ça fait vraiment réfléchir. Il y a vraiment en fait je trouve, c'est un vrai voyage déjà de réfléchir, de mener une réflexion à travers cet éphémère, ce mot qui finalement est dit très légèrement. Au début, on se dit bah tiens, éphémère, oui, bah ça dure pas. Voilà, c'est éphémère. Et quand on commence à y réfléchir, on se dit mais quelle force en fait il y a aussi. Bien sûr, parce que l'éphémère est permanent, c'est-à-dire que l'impermanence se présente comme permanente. Virginie ? Je voulais aussi vous parler d'un autre auteur qui, pour moi, a toute sa place dans cette discussion. En fait, il s'agit de François Tcheng. Je suppose que vous connaissez un peu, vous en avez entendu parler. J'étais subjugué à la télévision, j'ai rarement été autant aspiré par un type. Parce que je vais quand même préciser un peu qui c'est. En fait, François Tcheng, il est né en 1929 en Chine. Il est arrivé en France, 55. Voilà, et puis il a été naturalisé en 71, et aujourd'hui il est membre de l'Académie française. Et en sachant, on peut dire qu'à 20 ans, il savait pas parler français encore. Ça c'est quand même extraordinaire, et il a quand même, il est tombé amoureux aussi de la langue française. Et c'est quand même fou de se dire à 20 ans, il parlait pas un mot de français. Et à mon sens, aujourd'hui, c'est un des plus grands auteurs français vivants. Oui, je suis pas loin de penser la même chose. Je les connais pas tous, mais lui, il m'a vraiment fait grosse. Et je voulais parler de lui aujourd'hui parce que il a fait de la poésie, des essais, et beaucoup de choses en fait autour de l'art et du beau, et je trouvais que ça avait toute sa place aujourd'hui dans la thématique de l'éphémère en fait. Et plus particulièrement en fait, je voulais parler d'un de ses livres qui s'appelle 5 méditations sur la beauté, qui fait écho à un autre livre qui s'appelle 5 méditations sur la mort. Mais vu la situation que l'on connaît aujourd'hui, c'était de celui-là dont je voulais vous parler avant toute chose. Ça laisse un bel espoir, je trouve, de lire François Tcheng et ces méditations-là dans un monde avec toutes ces guerres aussi qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Donc, en ces temps de misère omniprésente, de violence aveugle, de catastrophes naturelles ou écologiques, parler de la beauté pourrait paraître incongru. Donc la beauté, j'entends par là aussi l'éphémère, parce que la beauté, ça dure pas éternellement. Et pourtant, c'est celle qui nous sauve. Il y a d'ailleurs, je sais plus qui le dit, mais la beauté sauvera le monde. J'ai plus l'auteur en tête, mais ça, je sais plus qui. C'est ça. Ça pourrait être inconvenant, voire provocateur, de parler de beauté aujourd'hui, presque un scandale. Mais en raison de cela même, on voit qu'à l'opposé du mal, la beauté se situe bien à l'autre bout d'une réalité à laquelle nous avons à faire face. François Tcheng dit qu'il est persuadé que nous avons pour tâche urgente et permanente de dévisager ces deux mystères qui constituent les extrémités de l'univers vivant. D'un côté le mal et de l'autre la beauté. Ce qui est en jeu n'est rien de moins que la vérité de la destinée humaine, une destinée qui implique les données fondamentales de notre liberté. Alors, on va marquer une dernière pause musicale avant de refermer l'émission avec l'espoir de Bernard Lavilliers cette fois-ci. Sur les bords du lac du Bourget, la radio autrement. Radio Grand Lac. Vous aimez l'art et la culture d'ici et d'ailleurs ? Retrouvez Anne dans l'épicerie culturelle du territoire. Et si l'espoir revenait ? Et si l'espoir revenait avec l'éphémérité de nos vies
qui nous montre la beauté et la fragilité de la vie. Voilà le thème, l'éphémère, le thème aujourd'hui de l'épicerie culturelle du territoire. Alors Virginie, tu nous laissais entendre aussi deux livres qui faisaient écho autour de ce thème, dont le dernier de François Chang. Tu avais commencé à nous en parler, justement. Oui, parce que en fait, je pense que François Cheng, il arrive parfaitement à cerner la beauté et le côté éphémère, mais je pense que c'est aussi sans doute dû à sa double culture et qu'il maîtrise parfaitement le yin et le yang, et puis ce qu'on appelle aussi le vide et le plein. Et je pense que c'est pour ça que ça fait aussi écho et c'est aussi fort et aussi réussi quand il écrit et quand il parle sur des thèmes comme ça, en fait. Alors, il paraît justement que ce livre, le vide et le plein, il a écrit un ouvrage concernant le vide et le plein. Et il paraît que c'est une référence. Alors, j'ai voulu le lire, mais j'ai pas encore pris le temps de le faire. Mais il paraît que c'est vraiment un ouvrage de référence, et notamment pour tous les artistes et penseurs et contemplatif du monde. Je suis à la bourre alors, parce que je l'ai pas lu. Bah alors, Ricky. Il faut que je cours. Oui, c'est un texte fondamental pour tout ce qui est art, en fait, puisque ça parle d'écriture, ça parle de traits, de dimension artistique, en fait. Je vais me vanter un peu, mais j'ai une de mes chansons qui ont le mieux marché, a pour titre « Le vide est un trop-plein ». Et c'est une chanson sur le manque, sur l'absence de l'autre. C'est marrant cette histoire de vide et de plein, là, comme ça me... Oui, et puis c'est pareil, on peut aussi se poser la question à quel moment c'est vide ou à quel moment c'est plein, en fait. Hein. Et puis à quel moment c'est effectif et à quel moment c'est juste réinventé par notre imaginaire. Vas-y, Virginie. Nous sommes tout oui. Et puis je voulais aussi vous parler du côté éphémère de la beauté, en vous parlant de la beauté de la nature. Parce que, en fait, si une fleur déploie ses pétales et exhale son parfum, c'est pour attirer les insectes qu'elle dévore. Si le papillon a les ailes bigarrées, c'est pour se camoufler ou se distinguer sexuellement. Si le paon fait la roue, c'est pour appâter la femelle. Mais à ça répond, ces beautés intéressées montrent du moins que la beauté a le don de susciter le désir et la quête. Voilà. C'est toujours magnifiquement cerné, je dirais. Moi, j'aime bien les gens qui sont capables d'avoir une plume qui, à chaque phrase, embrasse la totalité. Et lui, il a cette grande force-là. Ah bah, tout à fait. François Cheng. Mais à l'oral, il est tout aussi fascinant qu'à l'écrit. C'est rare que des auteurs portent cette qualité-là. Il est incroyable. Hein. Et pourtant, il n'a pas écrit beaucoup de choses, mais ça vaut le coup de tout lire. Il a écrit que 2 ou 3 romans. Tout le reste, c'est des essais, un peu de poésie. Mais l'ensemble de son œuvre vaut vraiment le détour. Alors, il parle beaucoup de l'âme, de la nourriture de l'âme, Chang. Je disais à un ami pour son anniversaire récemment, c'est un jeu qui m'amuse bien, que lorsque l'âme atteint une frontière, on l'appelle esprit. Lorsque l'esprit se libère de toute frontière, on l'appelle âme. Qu'est-ce que vous en pensez ? Vraiment, je suis pas sûr du tout de ce que je raconte là, mais c'était tellement joli. Allez, vas-y. Lorsque l'âme rencontre une frontière, on l'appelle esprit. Lorsque l'esprit se débarrasse de toute frontière, on l'appelle âme. Ah oui, mais là, ça voudrait dire que l'esprit plus que l'esprit sans les frontières est égal à l'âme. C'est comme je fais des mathématiques. C'est la projection. C'est-à-dire qu'on parle à chaque fois du même phénomène selon qu'il est cloisonné ou pas. Et c'est marrant, moi je ferai un distinguo entre les deux, mais je vois l'heure. Je vois l'heure dans le studio et je me dis qu'on va pas se lancer dans ce sujet. Que tout est éphémère. Virginie. Pour conclure, je dirais que François Cheng, il dit que la beauté peut être transfigurée quand elle est habitée par l'âme, en fait. Oh, c'est beau ça. Voilà. J'aime bien, monsieur. Ce sera mon mot de la fin. J'aime bien, monsieur François. Ouais, c'est un très beau mot. C'est vrai que
c'est un très bel, en tout cas Chang, c'est vraiment un très bon auteur, un très bel auteur, mais aussi une très grande âme. Oui. Je sais pas, quand on l'écoute, je trouve qu'il a une dimension d'humilité, de pensée qui est quand même très très belle et très très forte, quoi. Il est tout le temps dans les deux, c'est-à-dire que la pensée et la manière dont elle est communiquée sont belles, simultanément. En tout cas, j'ai un souvenir d'un soir d'interview, je m'en suis pas remis. Je suis content que tu aies remis ça au programme, parce que du coup, ça l'invite à nouveau dans mon esprit, Monsieur Chang. Merci Virginie. Je vous en prie, je suis là pour ça. Je viendrai avec ma voix toute neuve la prochaine fois. Bon. Là, aujourd'hui, c'était difficile. Un grand merci à vous. Il est l'heure de refermer les portes de l'épicerie culturelle du territoire sur ce sujet, en fait, qu'on pourrait poursuivre. Je reste un peu sur ma faim, finalement, étonnamment, mais justement, je vous invite aussi, amis auditeurs, à lire Chang, à lire aussi des haïkus, à lire, si tu peux rappeler le titre de l'ouvrage, Virginie, que tu nous as présenté tout à l'heure. Donc, Ciel changeant, haïku du jour et de la nuit de Pascal Senck. Mais je vous invite aussi à lire La première gorgée de bière et autres plaisirs minuscules. Oui. Moi, je l'ai lu à l'âge des enfants qui étaient là, des jeunes qui étaient là tout à l'heure. Et moi aussi, je me rappelle, ça reste quelque chose de très fort. Alors n'hésitez pas à replonger le nez, en tout cas dans vos livres aussi, parce que c'est vrai que ce livre, beaucoup de gens l'ont dans leur bibliothèque, on l'a lu, et à le relire, et peut-être aussi se remémorer des souvenirs en fait marquants, et qui sont aussi qui apportent beaucoup de saveur dans nos vies. Merci à vous de nous avoir suivis aujourd'hui. Retrouvez le podcast de l'émission sur la page YouTube de Radio Grand Lac. Et je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine émission, même jour, même heure. Merci à vous, à très bientôt.